Grand 5. L'être humain. Petit 1. Le corps physique. L'être humain est le véritable reflet de Dieu, car il a été créé à l'image de l'univers. Tout ce qui existe dans cette immensité se retrouve en plus petit dans l'homme. C'est pourquoi ce dernier est désigné par le terme microcosme, par rapport à l'univers qui est appelé le macrocosme. On peut donc dire que l'homme est le miroir de toute la nature, et le but des paragraphes suivants consistera à observer ce phénomène, de le décrire, et d'apprendre à l'élève comment le maîtriser. Je ne m'étendrai pas ici sur le fonctionnement du corps physique, car chacun peut en trouver l'explication dans un ouvrage spécialisé. J'enseignerai seulement ce qu'est l'homme du point de vue de la science hermétique, et révélerai comment utiliser cette clé fondamentale qu'est l'action des éléments dans le corps humain. Une maxime connue dit « un esprit sain dans un corps sain ». La vérité profonde que ce petit dicton recèle deviendra évidente à chacun grâce à cette étude particulière. À ce titre, on posera certainement la question de savoir ce qu'est véritablement la santé, considérée du point de vue hermétique. Toutes les personnes interrogées ne pourront pas répondre immédiatement, car la plupart d'entre elles donneront une explication relative au problème de la santé, en se fondant sur une considération essentiellement individuelle. Du point de vue hermétique, la santé est l'harmonie parfaite des forces agissantes dans le corps, eu égard aux propriétés spécifiques des éléments. Et, pour que s'instaure un état pathologique, une distorsion importante de l'action de ces derniers n'est nullement nécessaire. En effet, un trouble se caractérisant par un commencement de maladie révèle déjà une perturbation réelle de l'activité des éléments dans le corps. Par conséquent, dès le début de l'initiation, une condition fondamentale est requise: porter sur le corps la plus grande attention. L'aspect extérieur du corps est semblable à un bel habit, et la beauté, sous toutes ses formes, aussi bien dans l'univers que chez l'homme, constitue une facette de la nature divine. Au fond, la beauté n'est pas ce qui plaît ou paraît sympathique, car la sympathie et l'antipathie ne sont que la résultante de l'action réciproque des éléments. Une bonne santé est plutôt un état du corps physique permettant le développement spirituel. Elle en est d'ailleurs une condition très importante. Voulons-nous être bien logés? Nous devons alors aménager harmonieusement notre demeure, notre maison, et, dans le cas qui nous préoccupe, notre corps. Les éléments ont pour mission d'accomplir dans le corps des fonctions précises, conformément à la loi cosmique: la formation, la conservation et la décomposition. La fonction positive du corps, celle donc qui forme, relève de la polarité positive ou active des éléments. La fonction conservatrice, ou équilibrante, résulte de l'action de leur polarité médiatrice, celle qui est neutre. La fonction décomposante, ou excrétrice, est produite par leur polarité négative. Par conséquent, le feu produit, par sa nature positive dont est issu le fluide électrique, l'activité formatrice expansive du corps. Par sa nature négative, il provoque le contraire, la destruction. L'eau produit, par sa nature positive, l'activité formatrice de tous les liquides du corps, et par sa nature négative, l'activité décomposante de ces derniers. L'air a pour fonction la régularisation et le maintien de l'équilibre dans le corps, du fluide électrique issu du feu et du fluide magnétique issu de l'eau. Aussi est-il appelé élément neutre ou médiateur. Quant à la terre, nous avons précisé qu'il a pour fonction de coordonner l'action des trois autres éléments. Par sa nature positive, la terre vivifie, fortifie, conserve, etc. Et par sa nature négative, elle agit à l'inverse. Cet élément régit également la croissance et le vieillissement du corps.
Nous pourrions encore citer de nombreux phénomènes résultant de l'action des éléments dans le corps, mais dès à présent ces explications sont suffisantes. Les initiés de tous âges ne décrivent jamais de façon détaillée l'action des éléments, sans doute pour empêcher les abus. Cependant, ils la connaissent parfaitement bien. Ils divisèrent le corps de l'homme en 3 parties principales et attribuèrent à l'élément feu la tête, à l'élément eau l'abdomen, à l'air en tant qu'élément médiateur entre les 2 précédents la poitrine. On s'aperçoit immédiatement que les initiés estimaient correcte cette division du corps de l'homme, car de fait, le feu est actif dans la tête, et l'eau, l'excrétion, l'activité des humeurs, dans l'abdomen. La poitrine est gouvernée par l'air, et, comme cet élément, elle a un rôle intermédiaire, elle est le siège de la respiration. Enfin, la terre représente, par sa cohésion, le corps humain dans son entier, les os, la chair. On se posera maintenant la question de savoir où et de quelle façon l'akasha se manifeste dans le corps physique. En réfléchissant bien, chacun pourra répondre à cette question. L'akasha est véhiculé, sous sa forme la plus dense, par le sang et le sperme, ainsi que par le corps éthérique en raison de l'action dans cette substance de chacune de ces 2 matières. Ainsi, nous l'avons vu, l'élément igné engendre dans le corps le fluide électrique et l'élément aqueux le fluide magnétique. Chacun de ces fluides a 2 types de rayonnement ou 2 polarités, celle qui est active et une autre qui est passive. L'interaction de ces 4 polarités constitue un aimant quadripolaire identique au mystère du tétragramme, le Yod et Yo et des kabbalistes. Par conséquent, le fluide électromagnétique se manifeste dans le corps humain par le rayonnement que ce dernier émet, le magnétisme vital, l'Od. Le côté droit du corps du droitier est actif et électrique, et le côté gauche passif et magnétique. Quant au gaucher, les polarités sont inversées. La force du rayonnement de ce fluide électromagnétique dépend du pouvoir des éléments constituant le corps, c'est-à-dire de l'intensité de leur action respective. Plus cette activité est saine et harmonieuse, plus le rayonnement est fort et pur. Par des exercices déterminés, ainsi que par la connaissance de ses propres éléments, eu égard aux lois universelles, le pouvoir, la force et l'efficacité de l'action de ce fluide électromagnétique, WOD, peuvent être augmentés ou diminués selon ce que l'on souhaite faire. Je décrirai de façon plus détaillée la méthode afférente dans la partie pratique de cet ouvrage. Bien que les fluides électriques et magnétiques du corps n'aient pas de similitude directe avec l'électricité et le magnétisme que nous connaissons, ils leur sont cependant analogues. Cette loi d'analogie est de grande importance dans la science hermétique. Et bien la connaître constitue une clé qui permet à l'initié d'accomplir de grands miracles, entre guillemets. Par ailleurs, les éléments se retrouvent dans la nourriture. Par l'absorption de cette dernière, un processus chimique s'effectue grâce auquel le corps les conserve. Du point de vue médical, cette absorption, liée à la respiration, produit une combustion. Cependant, l'hermétisme voit dans celle-ci plus qu'une combinaison chimique. La dissolution des aliments est le combustible qui maintient allumé un feu en permanence. Aussi, toute la vie dépend-elle de cet apport permanent de combustible, c'est-à-dire de la nourriture et de la respiration. Il est donc recommandé d'avoir une alimentation variée, afin que chaque élément reçoive les substances nécessaires et essentielles à son entretien. Si nous étions réduits, durant toute la vie, à nous contenter d'une nourriture incomplète et mal équilibrée, notre corps serait inévitablement atteint par la maladie et des troubles fonctionnels s'y manifesteraient. L'interaction de l'air et de la nourriture offre aux éléments les substances nécessaires à leur entretien, de sorte que leur activité respective puisse continuer. Tel est le mode de vie que la nature prescrit à l'homme.
S'il se crée donc, quant à l'un des éléments, un déséquilibre, celui-ci se répercute sur les fonctions que cet élément régit. Par exemple, si le feu a une activité excessive, nous avons soif. Si c'est l'air, nous avons alors faim. Si par ailleurs l'eau est trop active, nous avons froid. Et lorsque la terre fait de même, nous sommes dans ce cas fatigués. Dans le corps, toute suractivité d'un élément par rapport aux autres amplifie ses effets propres. Quand le feu prédomine, il se manifeste un besoin de mouvement et d'activité. Si c'est l'eau, l'excrétion est plus forte. Une suractivité de l'air indique que nous devons manger modérément, et de la terre, que notre sexualité est concernée, mais pas forcément le désir amoureux. Ou, s'agissant de personnes âgées, quand cela réside le désir d'une plus grande activité professionnelle ou créatrice. Les fluides électriques et magnétiques ont pour fonction de produire dans les substances organiques ou non du corps, chacun selon sa polarité, respectivement active et passive, des combinaisons acides, que celles-ci soient considérées du point de vue chimique et éventuellement alchimique. De plus, chaque fluide, par sa propre polarité active, est constructif et, par sa propre polarité passive, est dissolvant, décomposant et destructeur. Ainsi s'explique le fonctionnement biologique du corps physique. De l'action de l'ensemble des éléments est issu le cycle de la vie. Celle-ci naît, croît, mûrit et meurt. Ceci est l'essence et le fondement du circuit évolutif de toute la création. Petit 2. Le régime alimentaire. Un mode de vie raisonnable maintient dans le corps l'harmonie des éléments. Si donc celle-ci est perturbée, c'est le cas lorsqu'un élément prédomine ou au contraire est de faible activité, il s'avère nécessaire de prendre des mesures quant à la nutrition, afin que les éléments puissent fonctionner normalement, ou du moins tendent à le faire. C'est pourquoi, suivant les perturbations de l'organisme, différents régimes sont prescrits. Depuis toujours d'ailleurs, l'être humain, sans grande connaissance réelle, par sa seule observation des phénomènes naturels, est parvenu à comprendre cela, sans pour autant en saisir les causes exactes. Quand, de plus, le dysfonctionnement des éléments est tel que la disharmonie est patente, il ne s'agit plus de simples perturbations, mais de maladies. Il convient alors de recourir à des moyens efficaces pour rétablir l'harmonie si l'on souhaite recouvrer une santé parfaite et remettre le corps dans un état de fonctionnement normal. Toutes les méthodes curatives usitées sont établies sur ces bases. Je n'énumérerai pas les divers traitements possibles car ceux-ci sont généralement connus. En ce qui concerne les thérapies naturelles, on met en œuvre des moyens thermiques tels les bains, les cataplasmes, les emmaillotements, les massages et l'usage d'herbes appropriées, etc., etc. L'allopathe préconise des médicaments concentrés, lesquels produisent un effet correspondant aux besoins des éléments et qui doivent de ce fait apporter la guérison. Quant à l'homéopathe, il accroît l'activité de l'élément opposé à celui qui est en cause de la maladie, afin de rétablir l'équilibre interne de ce dernier selon sa propre polarité défaillante. Similia, similibus, curantur. L'électro-homéopathe, enfin, tend à rétablir lui aussi l'équilibre de l'élément perturbé en agissant directement, par des moyens spécifiques, sur les fluides électriques et magnétiques du corps, intensifiant de façon adéquate l'un d'eux. Ainsi, chaque méthode curative a-t-elle pour objectif le rétablissement de l'équilibre des éléments. Cependant, par sa connaissance de leur action dans le corps, le magnétopathe ou magnétiseur a, en cette occasion, une bien plus grande possibilité d'agir avec succès en usant de ses forces propres, surtout s'il sait éveiller en lui et consciemment les fluides électriques et magnétiques, renforcer ces derniers et les faire pénétrer convenablement dans la partie perturbée du corps. J'ai consacré d'ailleurs un paragraphe spécial quant à la pratique de ce traitement. Toutes les principales fonctions physiologiques seront décrites ici en détail. Précisons, de plus,
Outre l'action générale des éléments, chaque partie du corps subit de façon plus intense l'influence d'un élément, lequel régit en fait cette partie. Il est intéressant de noter que dans ce vaste atelier qu'est l'organisme, dans les rouages ou mouvements ainsi rassemblés, certains organes rejettent le fluide électrique et absorbent le fluide magnétique, alors que d'autres agissent de façon inverse. C'est ainsi qu'ils fonctionnent tous harmonieusement. La connaissance du rayonnement polaire de chaque organe est appelée en science hermétique anatomie occulte du corps. Savoir quelle est cette dernière est d'une extrême importance pour l'initié, si celui-ci veut appréhender son corps, l'influencer et enfin le maîtriser. Je vais décrire à présent l'anatomie occulte du corps humain, eu égard à l'action des fluides électriques et magnétiques, c'est-à-dire les parties dont le rayonnement est soit positif, négatif ou neutre. Le magnétiseur tirera quant à lui grand profit de ces explications, car il pourra ainsi traiter, au moyen de l'un des deux fluides, l'organe où se manifeste un foyer de maladie. Mais tous les lecteurs y trouveront leur compte. Petit 3. Anatomie occulte du corps. Petit a. La tête. Le visage est dans son ensemble de polarité électrique et l'occiput magnétique. Le côté droit est magnétique, le gauche électrique et la partie intérieure électrique. Petit b. Les yeux. Les parties antérieures et postérieures sont neutres, le côté droit est électrique ainsi que le côté gauche, mais l'intérieur est magnétique. Petit c. Les oreilles. Les parties antérieures et postérieures sont neutres. Le côté droit est magnétique, le côté gauche électrique et l'intérieur neutre. Petit d. La bouche et la langue. Les parties antérieures et postérieures sont neutres. Les côtés droit et gauche sont également neutres, mais l'intérieur est de polarité magnétique. Petit e. Le cou. Les parties antérieures et postérieures sont magnétiques, ainsi que le côté droit, alors que le côté gauche et l'intérieur sont électriques. Petit f. La poitrine. La partie antérieure est électromagnétique, la partie postérieure est électrique, ainsi que le côté gauche. Le côté droit et l'intérieur sont neutres. Petit g. Le ventre. La partie antérieure et le côté gauche sont électriques, la partie postérieure, le côté droit et l'intérieur sont magnétiques. Petit h. Les mains. Les parties antérieures et postérieures ainsi que l'intérieur sont neutres. Le côté droit est magnétique alors que le côté gauche est électrique. Petit i. Les doigts de la main droite. Les côtés antérieurs et postérieurs ainsi que l'intérieur sont neutres. Les côtés droit et gauche sont électriques. Petit j. Les doigts de la main gauche. Les côtés antérieurs et postérieurs ainsi que l'intérieur sont neutres. Les côtés droit et gauche sont magnétiques. Petit k. Les pieds. Les parties antérieures et postérieures ainsi que l'intérieur sont neutres. Le côté droit est magnétique et le côté gauche électrique. Petit l. Le phallus. La partie antérieure est électrique, la partie postérieure est neutre, ainsi que les côtés droit et gauche. L'intérieur est magnétique. Petit m. Le vagin. La partie antérieure est magnétique, la partie postérieure est neutre, ainsi que les côtés droit et gauche. L'intérieur est électrique. Petit n. La dernière vertèbre près du coccyx. Les parties antérieures et postérieures, ainsi que les côtés droit et gauche sont neutres. L'intérieur est magnétique. En se basant sur cette anatomie occulte et sachant que la clé est l'aimant quadripolaire, l'initié peut ensuite percevoir de nouvelles analogies existant entre les parties du corps. Grâce à elle aussi, l'alchimiste reconnaît que le corps de l'homme est un véritable athanor dans lequel se produit manifestement le processus alchimique le plus parfait, le grand œuvre, ou préparation de la pierre philosophale. Ainsi s'achève cette description du corps. Je n'affirmerai pas que j'en ai fait une relation exhaustive, mais l'aspect essentiel des éléments, et donc de l'aimant quadripolaire, a été précisé, et le mystère du tétragramme appliqué au corps a été dévoilé.